Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Insécurité au Mali, comment rétablir la sécurité dans le pays, attaques et braquages à main armée, déplacements massifs des civils, explosions des mines sont de plus en plus enregistrés au nord, au centre et au sud du pays. Pourquoi l'insécurité demeure toujours dans le pays? Comment y faire? Quelle réponse efficace faut-il apporter à cette insécurité? Les autorités de la transition pourront-elles relever ce défi? Nos invités, Dr Yacouba Dogoni, sociologue, enseignant à l'université du Mali et chercheur associé au centre de recherche Point Sud, Dr Ali Tunkara, sociologue et directeur du centre d'études stratégiques au Sahel. À la présentation, Imrana Kilo Maïga, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Des soldats maliens et étrangers ont été tués en ce début d'année 2021 à travers des attaques. La dernière en date est celle effectuée dans la région de Tombouctou ce mercredi 13 janvier 2021 avec 4 casques bleus tués et 5 autres blessés. Monsieur Dr Yacouba Dogoni, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire dans le pays? Très bien, merci Ibrahim pour la question. Avant de répondre à la question, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie dans cette barbarie dans notre pays. C'est aussi l'occasion pour saluer mon collègue Ali Tunkara ici présent. Nous avons beaucoup de choses en commun compte tenu maintenant de l'insécurité qui nous lie et aussi les facteurs de résolution de ces crises que nous sommes en train d'envisager ensemble. C'est très bien d'en parler de l'insécurité parce que notre pays, quand même, vous le savez, ce n'est plus la peine de revenir sur cette historique que tout le monde connaît, qui depuis 2012 fait face à des multiples crises d'attaques perpétrées par des groupes armés, des groupes non identifiés. Mais aussi certains d'entre eux sont connus par le peuple malien, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore connus et qui sont en pleine émergence actuellement. Alors, pourquoi ces attaques? C'est tout simplement parce que les ennemis sont connus. Les ennemis de ces groupes-là sont connus. Ce sont nos militaires, ce sont les forces internationales qui sont basées sur notre territoire. Et c'est également la population locale qui est opposée aussi à leurs stratégies ou bien à leurs méthodes qu'ils sont en train de mettre en place pour pouvoir créer les chaos dans les pays. Alors, le pays est dans une poursuite très chaotique compte tenu de tout ce que nous sommes en train d'observer actuellement. Et vous avez parlé des attaques à la mine, vous avez parlé également des attaques, des embuscades, tout ce dont nos armées sont victimes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'insécurité au Mali peut se comprendre par plusieurs manières. Si je prends par exemple le cas de ce qui se passe dans la zone, c'est plutôt une sorte de conquête du territoire qui est en train de se profiler au centre du pays. Nous avons vu qu'il y avait des groupes armés anciens déjà implantés, mais il y a aussi d'autres groupes qui sont en gestation et qui sont en train de reconquérir le territoire de la mer des eaux. Ce qui fait aussi que alors, chacun de ces groupes veut montrer sa capacité de frappe. À l'autre, mais qui sont les victimes? Ce sont plutôt nos militaires, c'est plutôt la force Barkhane, c'est également la force européenne qui est présente, c'est également la MINUSMA. Donc là, il y a aussi les populations civiles. Il y a aussi les populations civiles qui sont victimes des mines, même si elles ne sont pas vraiment des cibles potentielles pour ces groupes armés. Il y a des braquages, les braquages. Oui, il y a des braquages et tout cela. Civil? Non, les braquages, on ne peut pas mettre les braquages et les attaques à mine dans les mêmes chapeaux parce que ce ne sont pas vraiment les mêmes acteurs. Ceux qui font des braquages sont généralement des bandits qui ont des objectifs bien fixés et qui essaient maintenant de profiter aussi de l'insécurité pour pouvoir braquer les gens. Mais généralement, quand un véhicule est braqué, on retrouve généralement ces véhicules-là dans la main des groupes parce que là, ils sont que moi je considère ces gens-là comme étant des vendeurs, en fait, des marchands. Donc certains récupèrent les véhicules avec la population ou les ONG internationales et les revendent maintenant aux groupes armés qui les utilisent comme étant des moyens de transport. Donc là, c'est vraiment une connexion entre ces différents acteurs qui fait aujourd'hui que nous sommes dans ce système de braquage armé et tout ça
au quotidien au Mali. La situation sécuritaire se résume à la conquête du territoire, selon Dr Yacouba Dogoni. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, merci M. Maïga de la question. C'est vrai que lorsqu'on évoque l'insécurité, il a bien fait de rappeler un certain nombre de typologies ou un certain nombre d'acteurs qui seraient à l'origine de l'insécurité. Mais pour aider nos téléspectateurs, aussi nos auditeurs à bien comprendre de quoi s'agit-il concrètement, il faut quand même un peu catégoriser. Il y a d'abord ce qu'on pourrait qualifier l'insécurité résiduelle, l'insécurité du fait de criminalité organisée, l'insécurité née des tensions entre intracommunautaires, l'insécurité née du fait de groupes radicaux violents avec le référentiel musulman, l'insécurité née également de certains mêmes groupes signataires de l'accord pour la paix au Mali. Alors, quand vous prenez par exemple la première catégorie, l'insécurité résiduelle, c'est vrai que ce soit les régions dites nord du Mali, celles du centre, même dans nos grandes villes à Bamako, ici à Ségou, à Koutchala. Qu'est-ce que vous appelez insécurité résiduelle? Alors, vous avez des acteurs très souvent jeunes qui sont munis parfois des armes très sophistiquées, qui font des braquages au quotidien, très souvent, sur les axes routiers, même des braquages récents devant des institutions financières qui sont les banques, notamment. On a aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, des formes de criminalité organisée. Quand vous regardez un peu les différentes frontières entre le Mali et le Burkina, même entre les régions, Mopti, Gao, Tombouctou, sur ces grands axes, effectivement, vous avez des criminels qui ne sont pas là à appliquer la charia, mais plutôt qui chercheraient non seulement à s'enrichir à partir de ces attaques, mais dans le même temps, ce sont ces mêmes criminels-là aussi qui sont dans la vente de drogue, des stupéfiants, même des armes légères. Il ne faut aussi quand même pas l'oublier. On a des affrontements entre les communautés aujourd'hui, notamment quand on évoque ces affrontements entre les communautés, la région de Mopti traverse les esprits. C'est vrai, des communautés entières seraient aujourd'hui en plein affrontement, lesquels affrontements font que malheureusement l'État central a du mal même à retourner ou à exercer son contrôle. On a aussi quand même une catégorie qui me paraît aussi extrêmement dangereuse. Cette catégorie, ce sont ces groupes radicaux violents avec le référentiel musulman. Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Front de libération des Massina et les autres Katiba également, ce sont ces acteurs-là aussi qui, même si ont pour finalité recherchée de contrôler les territoires et d'y appliquer la charia, la loi, ce qu'ils entendent par la loi islamique. Donc je crois que tout cela ensemble, il ne faut pas aussi l'oublier. Quand vous écoutez un peu les populations des régions de Gao, de Kidal, de Tombouctou, même de Mopti, vous diront que parfois elles sont victimes de la part de certains groupes connus, notamment les groupes qu'on peut qualifier des milices, ou même certains groupes d'autodéfense qui seraient effectivement aussi à l'origine de cette insécurité. Mais tout ce que vous venez d'expliquer, qu'est-ce qui ne va pas avec les mesures prises par les autorités, mais également les initiatives locales prises par rapport au retour de la paix? Alors, il y a non seulement un embouteillage, ou si vous voulez, une sorte de... alors, ce qu'on pourrait qualifier, il y a un problème de coordination entre les initiatives. Alors, de façon très simple pour que les gens nous comprennent davantage, si vous regardez dans le contexte malien aujourd'hui, nous souffrons d'un certain nombre d'insuffisances, parmi lesquelles il faut d'emblée citer l'absence de visions communes, des programmes communs, des stratégies communes en vue d'arriver à une paix durable. Vision commune, si vous regardez les différents gouvernements qui se sont succédés, vous allez vous rendre compte que des initiatives de sécurisation des régions du Nord, celles du centre, sont proposées par des gouvernements. Une fois que ceux-ci ne sont plus aux commandes, d'autres gouvernements également viennent nous vendre de nouvelles politiques de sécurisation. Donc il y a un problème de cohérence et de constance des initiatives qui sont engagées. Mais dans le même temps, vous avez aussi des initiatives qui sont adressées directement
aux communautés qui seraient en proie à ces différentes attaques terroristes ou même à ces différentes formes d'insécurité qu'on vient d'évoquer, mais lesquelles malheureusement n'impliquent pas de façon effective et réelle les vrais acteurs de la paix, qui sont ces terroirs, qui sont ces actes culturels, malheureusement. Donc, à tout cela, il faut quand même aussi interroger la question de crédibilité des acteurs qui portent ces différentes initiatives. Aujourd'hui, comme vous pouvez comprendre, à Bamako, on n'est pas à Gao, on n'est pas à Kidal, ni à Tombouctou, ni à Sompi. Comme vous pouvez imaginer, regardez seulement sur les artères à Bamako, on n'est vraiment pas à l'intérieur du pays. De regarder l'utilité de la police, par exemple. Vous allez sur les différents carrefours. La question qui vous traverse, à quoi sert la police au bout du tunnel? Juste pour raqueter les gens? Je crois qu'un État sérieux doit d'abord aider sa population à comprendre son utilité. Malheureusement, dans le contexte malien, quelle que soit la corporation, qu'on soit médecin, en tant que serviteur de l'État, qu'on soit enseignant en tant que serviteur de l'État, qu'on soit porteur d'uniforme, malheureusement, les populations ont du mal à comprendre. Au bout du tunnel, l'État, il sert à quoi? Donc je crois qu'il faut vraiment... Nous allons parler de la responsabilité de l'État tout à l'heure. Qu'est-ce qui manque selon vous aux forces armées de défense qui sont sur le terrain? Moi, je crois que ce qui manque, je crois qu'Ali l'a abordé partiellement. C'est vraiment le problème de la coordination entre toutes ces armées qui sont présentes sur le territoire du Mali. Et imaginez que vous avez Barkhane, imaginez que vous avez la force Takuba, imaginez que vous avez les FAMA, imaginez que vous avez les milices, imaginez que vous avez également les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Alors, chacun de ces groupes-là apporte une solution à l'insécurité de sa manière. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a un problème, il y a une incohérence entre tous ces acteurs-là. Ce qui fait que ce qu'il faut privilégier, c'est plutôt la coordination. Une fois que la coordination s'installe entre ces différents acteurs, ce qui est sûr, on pourra assister à un début de solution à la crise. Mais malheureusement, le pays est tel que chaque acteur essaie maintenant de s'imposer sur la scène. Imaginez que vous prenez par exemple le cas des programmes qui ont été signés par le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre, pour la restauration de la sécurité au Mali. Je fais allusion au programme PSIC qui est là maintenant pour essayer maintenant de sécuriser les régions du centre. Mais malheureusement, on se rend compte qu'en réalité, ce programme n'existe même pas. Exister dans quel sens? Exister, ce programme peut exister, mais imaginez que ce programme est là, mais malheureusement les attaques continuent sur le territoire. Qu'est-ce qui fait cela? Je crois que c'est un problème de coordination d'abord et aussi un problème de gouvernance de la sécurité. Vous parlez de problème de coordination. Pourquoi on n'arrive pas à harmoniser cette coordination? Oui, mais c'est parce que chaque acteur a son propre agenda. Alors, si vous avez des agendas différents, c'est que si vous n'allez jamais vous comprendre par rapport à la question de la sécurité. Barkhane a son agenda, les femmes ont leur agenda, la force Takuba aussi a son propre agenda. Ce qui fait aujourd'hui qu'en essayant maintenant de répondre à ces questions ou même de faire face à son agenda, les gens se mettent plutôt dans des rapports beaucoup plus conflictuels que dans de trouver des solutions à cette crise qui a vraiment trop perduré. Donc là, c'est vraiment un peu cela ce qu'il faut dire. Mais ce qu'il faut comprendre également, en dépit de tout ce que nous venons de dire, c'est qu'aujourd'hui, la région... Le Mali semble être trop vaste pour les agents et sécuritaires qui sont sur le territoire. Imaginez que vous avez 1 million, à peu près 240 km², il y en a quelques-uns encore, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas vraiment à contrôler cette superficie malgré tous les moyens que nous avons mobilisés maintenant pour pouvoir sécuriser. Donc c'est vraiment un problème territorial, c'est également un problème de coordination, c'est aussi un problème d'initiative. Ali a parlé tantôt des initiatives locales, mais ces initiatives-là, en réalité, ne sont pas portées par des acteurs crédibles. Quand vous prenez par exemple les gens comme les milices d'Ogan qui sont dans les centres, effectivement, ils sont en train de faire vraiment beaucoup de choses pour la sécurité de la région, parce qu'au moins les attaques ont diminué sur l'axe Sévaré-Bayangara par leur présence. Mais si vous prenez encore le gouvernement qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens-là existent sur le territoire et qui cherchent même à les destituer, même à les demander de partir, donc ça crée aussi un sentiment de frustration, et ce sentiment de frustration qui est en train d'aggraver la situation. Ce qui fait d'ailleurs que
que l'aménagement avait du mal aussi à s'imposer à Bayangara parce que les jeunes se disaient alors, que l'État et l'aménagement sont en corrélation maintenant pour essayer de combattre les milices qui sont là pour la sécurité. Mais c'est très compréhensible. Tous ceux qui n'ont pas fait la zone ne peuvent pas réellement percevoir l'essence de la sécurité ou de l'insécurité qui est en train de sévir là. Maintenant, si vous prenez l'axe Bayangara jusqu'à Douanza en passant par Nigali, alors tous ceux qui ont fréquenté cet axe-là se posent la question réellement où est l'État? Parce que c'est vaste territoire qui est là et plutôt administré par les chasseurs. Mais s'il n'était pas là, qu'est-ce qui allait se passer? Donc ce sont vraiment des questions sur lesquelles nous pouvons toujours se pencher et nous pencher et trouver une solution durable à cette crise-là. Mais la solution viendra aussi de la capacité de l'État à pouvoir retourner occuper les zones qu'il a abandonnées depuis Belle Lurette. Au regard des attaques contre les forces armées, les positions des forces armées sont-elles transmises aux présumés djihadistes? Alors, c'est vrai que oui et non. Oui, quand vous regardez un peu, que ce soit dans les régions du Nord ou c'est le centre du pays, effectivement, le terrorisme ne peut gagner du terrain que seulement si il bénéficie d'une certaine complicité, si seulement s'il bénéficie d'une certaine connexion avec les habitants du terroir, malheureusement. Donc, ce qui fait que, effectivement, les différents déplacements des forces de défense et de sécurité sont indiqués aux groupes radicaux violents. Les différents camps, leurs fragilités sont également portées à la connaissance de ces groupes radicaux violents par des populations, malheureusement, du terroir. Ce n'est pas pour rien que nos recherches ont prouvé que dans certains marchés qui nous paraissent anodins, des marchés qui nous paraissent même insensés, il y a des femmes qui ont des téléphones portables, lesquels téléphones ont été donnés par des groupes radicaux violents qui servent à indiquer les différents déplacements des forces de défense et de sécurité. Non, parce que quand vous regardez aussi dans certaines localités, on ne peut pas forcément parler d'une complicité du terroir ou d'une complicité locale, mais le positionnement même de l'armée déjà pose problème. Parce que vous creusez un peu au sein même de nos différents éléments de forces de sécurité et de défense, vous allez vous rendre compte que on a mis un accent particulier sur le volet uniquement militaire. Or, lorsqu'on veut se battre contre des ennemis aussi pluriels, des ennemis aussi complexes, il est extrêmement important de comprendre l'anthropologie du terroir. Très souvent, l'armée malienne, elle est, si vous voulez, elle est orpheline de toute cette ingénierie liée au sociologique, à l'anthropologique, même à l'historique des terroirs occupés par nos forces de sécurité et de défense. Donc je pense qu'il est extrêmement important que l'armée ait en son sein des chercheurs qui vont l'aider à comprendre toute cette dynamique. Existe-t-il des infiltrés au sein des porteurs d'uniformes? Il n'y a pas une armée, qu'elle soit le plus sophistiquée du monde, qu'elle ne souffrirait pas de ces questions d'escrocs, d'infiltrés. Ça, partout, toutes les armées font l'objet de cela. Mais je crois que l'important pour une armée qui entend vraiment asseoir sa légitimité, qui entend remplir pleinement ses fonctions régaliennes, justement, c'est d'être bien armé en termes de renseignement. Comment vous pouvez comprendre que des acteurs en moto Marc Sanelli, puissent traverser plus d'une cinquantaine de kilomètres pour s'attaquer à un camp militaire sans que ce camp en question n'ait l'information de la part des riverains. Donc ça témoigne à combien, effectivement, la question du renseignement, elle se pose avec acuité au sein de nos différentes forces de sécurité et de défense. Le renseignement, il n'est pas technologique. Le renseignement humain, dans cette lutte contre les groupes radicaux violents et les groupes extrémistes, le renseignement humain me paraît le renseignement le plus redoutable pour non seulement identifier les groupes radicaux violents, mais dans le même temps de comprendre également quels sont les mécanismes à partir desquels ce groupe arrive à prospérer dans ces différents locaux. Mais malheureusement, les populations en proie à l'insécurité ne coopèrent pas pour des raisons si évidentes. Certaines ne coopèrent pas parce qu'elles ont peur de représailles. Elles trouvent que l'armée en son sein, il y a un problème de rigueur. Quand l'information est portée à la connaissance des éléments, il y a des fuites, ce qu'il faut corriger. Il faut avoir ce courage de les corriger. Soit, de l'autre côté, on a l'impression que
lorsqu'on communique avec les forces de défense et de sécurité, en retour, parce qu'il n'y a quand même pas une armée, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine ou ailleurs, qui ne s'appuie pas sur certaines dynamiques locales. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui qu'au sein de nos forces de défense et de sécurité, on ne va par exemple pas passer par un vendeur de cartes des cartes de recharge, où on ne va pas s'appuyer sur un lever, où on ne va pas s'appuyer sur une activité. Je crois que ça, ce sont des éléments, on n'a pas besoin de passer par une école de guerre pour le comprendre. Mais malheureusement, au sein de nos différentes forces de défense et de sécurité, ces différents éléments très utiles, voire indispensables pour le renseignement, souffrent effectivement de l'absence. Plus de 4000 ménages déplacés ont été enregistrés à Gossi, dans la région de Tombouctou, selon un élu local. À Ansongo, dans la région de Gao, plus de 50 000 déplacés enregistrés, selon le vice-président de l'autorité intérimaire. Suivons donc ce reportage de Adama Amadou Haïdara. À Gossi, région de Tombouctou, le nombre de déplacés à ce jour est plus de 4000 ménages selon les autorités locales. Elles expliquent cette situation par la recrudescence de l'insécurité dans la zone. Moussa Agahammala, élu communal de Gossi, demande de l'aide pour ces personnes. Les déplacés sont essentiellement des éleveurs. Aujourd'hui, suivant les listes que nous avons déjà à notre niveau, on a plus de 4000. Donc ça veut dire que la situation elle évolue du jour au jour. Ces gens, ils ont besoin d'être assistés et le plus vite serait le mieux. C'est la même situation dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao. Les habitants des 7 communes du cercle fuient leur localité pour se réfugier dans la ville d'Ansongo. Les autorités locales estiment à plus de 50 000 le nombre de déplacés dans le cercle. Mokhtar Meiga, premier vice-président autorité intérimaire. Ansongo, aujourd'hui, la situation elle est critique. Les populations sont en train de quitter les autres communes pour la commune d'Ansongo. Le seul endroit où actuellement on peut penser pouvoir vivre tranquillement, parce que même là, il y a des inquiétudes. C'est surtout les communes de Tessit, de Ouattaguna, de Tinahama que les gens sont en train de quitter. Il faut souligner qu'il y a quelques jours, la population d'Ansongo a manifesté pour réclamer plus de sécurité. Dans leur adresse, les habitants ont demandé aux forces armées maliennes de quitter les lieux s'ils ne sont pas à mesure d'assurer la sécurité. Ces déplacés dénoncent un manque de protection. Comment vous comprenez une telle situation alors que des bases militaires de Barkhane et des FAMA sont installées dans ces localités? Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est plutôt un problème de personnalisation. Parce que quand vous partez dans la zone d'Ansongo, vous allez vous rendre compte que les patrouilles militaires ne sont pas vraiment faites comme elles se doivent. Je vous donne juste un exemple. En février 2020, j'étais dans la zone d'Ansongo, là-bas où une attaque a eu lieu, à quelques 10 km de la ville d'Ansongo. Mais malheureusement, le camp ne s'est pas déplacé. Il a fallu que les renforts qui étaient Gao pour venir secourir maintenant les militaires attaqués à Tarsiga. Malheureusement, le communiqué qui a suivi, c'était vraiment quelque chose d'inadmissible. Parce que le gouvernement, dans son communiqué, disait qu'il y a eu 9 civils morts, alors qu'en réalité, c'était des militaires. Avant de quitter, les jeunes de Gao ont enterré ces militaires-là à Gao là-bas. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment évoquer pour que les gens puissent comprendre réellement combien de fois nos militaires sont victimes aussi du système de communication instauré par les régimes. Je veux dire le régime déchu, parce qu'actuellement les choses ont vraiment changé. Voilà. Maintenant, compte tenu du déplacement, je pense que le déplacement de la population, c'est aussi un sentiment de protection, la quête de la protection. Sinon, si la population était en sécurité dans les zones de résidence, c'est sûr elle n'allait pas se déplacer. Maintenant, moi je pense que si on doit produire, si les actions militaires doivent produire des effets sur le terrain, il faudra vraiment que ce soit senti par les populations dans les milieux où elles peuvent être capables maintenant de pouvoir cultiver son champ ou les champs, de pouvoir exercer les activités génératrices de revenus et aussi se donner des moyens de subsistance. Mais malheureusement, on ne sent pas trop ça parce que là, le système de patrouille n'est pas du tout adapté à la quête de la sécurité de la population sur place. Parce que tout ce que moi j'ai observé sur le terrain pendant mon séjour là-bas à Gao, généralement les patrouilles se font sur les grands axes.
voilà, l'aménagement, vous allez voir souvent, vous allez rencontrer quelques militaires de l'aménagement, mais qui ne quittent jamais la route. Vous prenez l'axe Gao Ansongo jusqu'à la Bezanga, c'est généralement sur ces axes-là que les patrouilles se font. Les patrouilles ne se font pas vraiment dans les villages où résident les populations. C'est pourquoi elles sont obligées maintenant de venir vers des centres urbains où elles peuvent quand même trouver un peu de sécurité et de pouvoir vivre. À qui profitent selon vous toutes ces attaques, ces braquages à mi-armée? Oui, à qui profitent? Nous connaissons déjà ceux-là qui profitent de cette situation. Ce sont vraiment les groupes qui sont en train d'exacerber l'insécurité dans la zone. Une fois que la population quitte, donc là, ils s'approprient facilement de tous les biens. En Songo, vous avez parlé de plus de 50 000 déplacés. Mais en Songo se trouve dans la zone des 3 frontières, Mali, et Burkina et Burkina. Donc cette zone qu'on appelle le Gourma, c'est vraiment une zone d'insécurité totale. Vous avez parlé de Tessit. Si vous prenez Tessit même, on se rend compte facilement que le sous-préfet de Tessit n'est pas à Tessit. Lui, il réside à Gao, je ne sais pas, à Songo plutôt. Je ne sais pas s'il s'est retourné tout récemment. Mais ce sont des choses vraiment qui expliquent la réalité du terrain, mais que beaucoup de gens tentent d'ignorer. Heureusement qu'avec la coordination des groupes, plutôt des forces armées de la Barkhane et de la force Takuba, on se rend compte facilement qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre tout en œuvre maintenant pour pouvoir sécuriser la zone et de pouvoir faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Donc ce sont vraiment des choses que nous sommes en train d'observer de près pour pouvoir mieux cerner ce que nous attendons, à qui profite la situation ou à qui ne profite pas. Mais ce qui est sûr, la réalité est connue de tous. Ceux-là qui profitent, ce sont les trafiquants de drogue, parce que la zone aussi, c'est aussi un boulevard pour les trafiquants, qui quittent le Mali facilement à travers les fleuves maintenant pour aller vendre leurs marchandises au Burkina et au Niger. Et sinon même maintenant pour atteindre le Grand Sahara. C'est vraiment un boulevard maintenant qu'il faut sécuriser. Sinon si les gens sont chassés de leur territoire, c'est que sûr, ça profite beaucoup plus aux trafiquants d'armes et de drogue. Mais parce que là, les recherches aussi ont prouvé qu'il y a vraiment une véritable connexion entre ces deux groupes-là. Que ce soit les trafiquants, que ce soit les trafiquants d'armes et de drogue. Parce que ceux-là qui sont en même temps les trafiquants d'armes, ce sont aussi ceux-là qui sécurisent aussi les cargaisons maintenant des drogues trafiquées à partir des côtes sénégalaises de la Mauritanie et qui traversent toute la zone pour aller jusqu'en Algérie, au Maroc, pour atteindre les côtes européennes. Ce sont vraiment des réalités qui sont connues de tous. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'arriver à sécuriser ces boulevards et pour pouvoir limiter aussi la force de l'insécurité. Parce que plus le trafic prolifère dans la zone, plus aussi il y aura de l'insécurité, parce que tous ceux qui sont faits, même les grands trafiquants aussi, recrutent aussi. Nous allons parler des solutions plus tard. Le centre du pays est également plongé dans cette crise depuis 2015. Pourquoi c'est si difficile d'apporter une solution au centre du pays, au nord du pays? Alors c'est compliqué, ça va nous amener aussi à revenir rapidement sur les catégories, parce que quand on prend le centre du pays, effectivement, c'est vrai que certaines parties avaient été touchées avec le déclenchement de la crise 2012, notamment toute la partie d'Ouanza, Hombori, effectivement. Mais je crois qu'à partir de 2015, vous faites bien de le rappeler, on a compris que la Katiba de Hamadoun Koufa a commencé à sérieusement sévir au centre du pays. Laquelle Katiba, c'est aussi, elle a saisi comme opportunité ces tensions qui sont antérieures à la crise de 2012, notamment toutes ces difficultés liées à la gestion du foncier, toutes ces difficultés liées à la gouvernance locale, toutes ces difficultés liées à la manière dont certains acteurs étatiques, notamment les juges, rendent la justice entre les communautés. Donc c'est partant de ces récupérations ou de ces manipulations que ces acteurs de la violence sont parvenus à embraser tous les centres du pays. Mais je crois que le fond du problème au centre, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs, il faut quand même aussi le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs. L'insécurité n'est pas qu'un facteur, mais elle est plutôt
une connexion de facteurs. On a des questions liées au foncier, des questions liées à la gouvernance locale, des questions liées... Vous avez parlé il y a un moment donné des initiatives locales. Ces initiatives locales ont-elles montré leurs limites? Oui, il y a eu ce que je qualifierais dans mes travaux, il y a des bouleversements de l'ordre établi. Si vous regardez un peu, ça ne date pas quand même du président Ibrahim Boubacar Keïta, si vous regardez un peu ces autorités qui doivent constituer, qui doivent être des remparts, notamment les autorités coutumières et religieuses, ce sont des autorités malheureusement qui ont perdu la légitimité et la crédibilité. Pourquoi elles ont perdu la légitimité et la crédibilité? Parce que beaucoup d'entre elles, ces autorités coutumières et religieuses, se sont inféodées aux politiques, se sont mises au service des politiques. Voilà des localités où un imam ou un chef de village est même président d'un parti politique. Donc ça fait que cette question d'équidistance en termes de gestion des différends, en termes de gestion des conflits, pose problème avec ces autorités. Donc ça fait que lorsqu'un imam demande aux populations de ne pas sortir ou de ne pas commettre tel forfait, elle ne l'écoute pas, ces populations. Là, de même, également, lorsqu'un chef de village demanderait aux jeunes de ne pas s'associer à un groupe quelconque, ils ne vont pas l'écouter par le seul fait que le chef de village est le chef d'un parti où il s'était même montré proche de Hamadan Koufa Gali ou d'autres catégories. Je crois que ce sont ces connexions orthodoxes, ce sont ces connexions qui ne vont pas avec la chefferie, qui ne vont pas avec l'imama, qui expliquent aujourd'hui pourquoi de la fragilité même du corps social au sein du Mali. Mais je crois que l'élément le plus central quand on évoque la question du centre, c'est quand même le foncier. On oublie très souvent de le rappeler. Comment vous pouvez comprendre, il y a 20 ans, une famille qui n'avait que 20 membres à nourrir dans son champ, il y a 20 ans, un berger qui n'avait que 100 têtes, mais aujourd'hui, en 2021, la famille qui avait 20 membres se retrouve avec 50 membres. Donc, ça pose un problème de l'étendue de la superficie à cultiver. De même, quand vous prenez les verts qui n'avaient qu'une vingtaine de têtes, qui se retrouvent avec des centaines de têtes aujourd'hui, clairement, ça pose problème de couloir de transhumance des animaux. Je crois que ce sont ces difficultés liées à la gestion, si vous voulez, de la croissance humaine, de la croissance animale, qui sont sérieusement instrumentalisées par le gouvernement. De non-agression avait été signé entre ces différentes communautés. Malgré tout, le centre n'est toujours pas en paix. Quel est le mystère qui se cache derrière? En fait, le mystère, il est pluriel. Le mystère, il s'appelle la dimension dynamique. En fait, si vous prenez le centre, par exemple, de 2015 à aujourd'hui, on assiste à plusieurs formes d'insécurité, c'est ce que les gens oublient. Donc, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Les acteurs changent, la nature du conflit change. Donc, ce qui fait que, malheureusement, les gouvernants ont du mal aussi à comprendre. Parce qu'il y a un problème, l'insécurité, elle est dynamique. Pourquoi ce mystère? Parce que quand vous prenez également les différences, là, vous faites bien de rappeler les différents accords qui ont été quand même signés entre les partis en conflit du président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, malheureusement, lesquels accords souffrent d'un problème de représentativité parce que les communautés en proie à l'insécurité ou les communautés qui vivent l'insécurité vous diront qu'elles ne se reconnaissent pas en ces acteurs ou dans ces acteurs qui sont en charge de signer les différents accords qui ont été proposés par exemple le gouvernement du Premier ministre. Donc vous estimez que les vrais acteurs ne sont pas impliqués? Ne sont pas impliqués. Mais en tout cas, vous dites bien, on va arriver à cette question de solution. Il est quand même extrêmement important de ne pas oublier ce que moi je qualifierais les acteurs clés qui sont quand même les groupes radicaux violents avec le référentiel musulman. On ne peut pas continuer à négocier avec les communautés, avec les ex-rebelles, tout en ignorant quand même les acteurs les plus redoutables sur le terrain qui sont Al-Qaïda, Ansar al-Sharia et d'autres catégories. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on sorte dans les dénis, qu'on sorte dans le refus de reconnaître la réalité. La réalité voudrait qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont ces hommes qui obéissent à Hamadan Koufa, Yara Gali, Malam Diko, Sahraoui qui est décédé, qui sont les plus influents, qui sont les plus craints que Gina Dogon, que Tapital Poulakou, que la SEMA. Donc il est extrêmement important qu'on pose le vrai diagnostic. Mais malheureusement, l'impression que j'ai,
De 2012 à aujourd'hui, le diagnostic est mal posé. Le diagnostic est mal posé avec les forces étrangères, qu'on pourrait évoquer. Le diagnostic est aussi mal posé avec les communautés, malheureusement. Ce qui fait que les solutions qui sont apportées, il faut quand même les reconnaître, il y a des solutions qui sont proposées par les gouvernements, mais lesquelles solutions, malheureusement, sont proposées sur des bases, sur des diagnostics qui sont faux, qui contiennent des biais. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire, peut-on parler de limitation des initiatives prises par les autorités ? Je pense qu'aujourd'hui, tous les efforts qui ont été quand même consentis pour la sécurisation du territoire ont quand même montré leurs limites. Ce n'est pas seulement les initiatives du gouvernement, c'est aussi des initiatives internationales. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est essayer maintenant d'aller vers de gérer un conflit, de gérer ce conflit du centre à travers deux acteurs. Parce que les autres acteurs, je ne suis pas sûr que s'ils seront d'accord maintenant de pouvoir s'impliquer dans un système de dialogue établi entre les politiques et les religieux. Maintenant, les deux acteurs, ce sont plutôt les éleveurs aujourd'hui et les cultivateurs. Je ne veux pas dire vraiment agriculteurs de façon générale, mais plutôt les éleveurs et les cultivateurs. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de ces deux acteurs, c'est parce qu'aujourd'hui, ces deux acteurs sont victimes d'une situation naturelle qui est le changement climatique. Aujourd'hui, avec le changement climatique, quand vous prenez par exemple toutes les zones des régions du centre, on se rend compte facilement, alors que les gens sont en train maintenant d'abandonner maintenant les espaces agricoles d'anciens maintenant pour pouvoir défricher des nouveaux champs. Et du coup, quand ces nouveaux champs sont défrichés, ça va forcément impacter le couloir de transhumance des animaux. Et du coup, cela crée vraiment des conflits. Tous ceux qui sont au courant de l'histoire des conflits dans les pays, dans la zone qu'on appelle pays d'Ougon aujourd'hui, doivent vraiment témoigner avec sincérité que le conflit est venu de là. Parce qu'il y a eu d'abord un affrontement entre un éleveur et un cultivateur. Et du coup, voilà, ce conflit s'est dégénéré. Et finalement, toute la zone de Djankabo a été occupée par des groupes extrémistes violents parce que tout simplement les éleveurs ont fait appel à eux. Donc, ce sont vraiment des autorités de la transition pourront-elles relever ces défis? Maintenant, les autorités de la transition, je pense que comme Ali l'a dit, il faut vraiment que le tout sécuritaire ne soit pas géré vraiment par le tout militaire. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment des aspects sociologiques, anthropologiques qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mieux gérer cette crise-là. Parce que la crise n'est pas que militaire. On peut résoudre certains problèmes par les armes aujourd'hui, mais le problème du Mali actuel ne peut pas vraiment être résolu que par des armes. Je ne veux pas exclure les armes là-dedans, mais ce qui est sûr, il faut vraiment un dialogue sincère à travers des hommes qui sont spécialistes de la question et qui peuvent vraiment donner des orientations ou des pistes de réflexion assez solides pour pouvoir entamer une marche vers la paix durable. Et cela ne se ferait pas vraiment sans les universitaires. Moi, je crois qu'il faut vraiment initier des véritables programmes de recherche de solutions. Et ce sont des gens qui sont capables d'aller vers ces populations et de pouvoir les faire parler et écouter et analyser ce qu'ils ont dit. Et ces choses-là peuvent pouvoir vraiment aboutir à des grands projets de développement pour ces populations et aussi un programme de sécurisation de la région. Ali a parlé tantôt maintenant des problèmes de légitimité, mais ce n'est pas vraiment que les problèmes de légitimité, parce que le problème de légitimité, c'est aussi un problème d'homme. Voilà, quand on essaie de voir maintenant, il n'est pas dit forcément que les autorités qui sont en place ont milité dans des partis politiques ou bien qui ont des référents dans des groupes extrémistes violents, mais ce sont aussi des gens qui ont été désignés par un système qui va à l'encontre aussi des réalités locales. Et du coup, cela crée vraiment un problème de gouvernance. À l'état actuel de la situation sécuritaire, l'État pourrait-elle envisager le retour de l'administration ou la réouverture des écoles fermées? Moi, je pense que la réouverture des écoles fermées, c'est d'abord un problème très sérieux parce que moi, je ne vois pas vraiment la solution à cela aujourd'hui parce que toutes les zones qui sont occupées par des groupes, je ne vois pas vraiment la force de l'État à pouvoir réouvrir. Parce que moi, j'ai été dans la zone, nous avons vu quand même qu'il y a des écoles qui ont été déjà transformées, des écoles classiques qui ont été transformées en écoles coraniques ou des madrasas par ces groupes armés, tout simplement parce que l'État a abandonné. Et ce qu'il faut faire peut-être, le système est déjà en marche dans beaucoup de zones telles que Kona par exemple, où les gens ont tendance maintenant à pouvoir regrouper. Moi je pense qu'il faut aller vers ça, ce qu'on appelle la création des villages-écoles. Voilà, on essaie de voir maintenant dans une localité où il y a un peu de sécurité, on peut regrouper tous les enfants de la commune dans cette
cette zone et pouvoir créer maintenant des écoles, même si on va faire des tentes ou des trucs pour pouvoir vraiment ouvrir ces écoles-là. Ça, c'est vraiment une solution envisageable. Mais aussi, à travers ça, maintenant, on peut aussi instaurer la cantine pour pouvoir faire manger les enfants. Ça, c'est vraiment une réalité. Mais ce qu'il faut faire aussi, envisager le retour de l'État dans ces localités, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment envisager. Mais qu'en réalité, le retour de l'État dépend aussi de la sécurité de la zone. Moi, quand vous partez, par exemple, dans la zone de Nyona, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore prêts à aller vers ça. Parce que tout simplement, même les hommes qui sont engagés sur le terrain ne voient pas l'intérêt à pouvoir se sécuriser, à fortiori sécuriser l'administration. Voilà, il y a vraiment des témoignages que nous avons. Si vous partez, par exemple, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là avec les armes, mais qui ne connaissent même pas à quoi servent ces armes-là. Moi, je vous donne un exemple typique. Avant que la zone de Sarakale ne soit à Pointa, qu'il soit attaqué, nous étions de passage. Vous allez voir, par exemple, il y a les chauffeurs, il y a l'autre là, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Oui, mais ils sont là, ils ont garé complètement les véhicules pick-up avec 12-7, mais ils s'assoient en bas maintenant pour prendre du thé. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils ne sont même pas là vraiment pour savoir ce qui se passe. Mais moi, des passages, je les ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Ils viennent seulement, ils vous demandent d'où venez-vous, où est-ce que vous partez maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un prix de thé? Mais je me dis, mais est-ce que c'est vraiment leur rôle? Donc, ce sont vraiment des réalités que les chefs militaires ignorent, mais sans bannir ces systèmes-là sur le terrain, on ne pourra vraiment pas voir le retour de l'administration ou le retour de l'État sur le terrain. Face à l'urgence, quelle est la vraie solution que les autorités de la transition doivent apporter? Les vraies solutions sont nombreuses en fait. Rapidement, on va les séquencer pour que les gens nous comprennent sérieusement. D'abord, il faut des solutions pour le groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il faut des solutions pour les groupes radicaux qui se battent au nom de l'islam. Il faut des solutions pour les forces en présence, notamment les forces partenaires. Il faut des solutions pour les tensions communautaires. Alors, il faut des solutions pour le groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est quand même important, il ne faut pas l'oublier. Si nous sommes aujourd'hui les gens vont m'excuser, dans cette merde sécuritaire, parce qu'il y a eu quand même des gens qui voulaient prendre leur indépendance. Alors maintenant, ce qui est prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation, une fois que ces documents signés, ces groupes anciennement indépendantistes devaient être désarmés. Mais franchement, il rien n'est fait à ce stade. Je crois que du moment où la CMA branche militaire va continuer à régner dans ces différentes localités dans le nord du pays, nous allons continuer à parler de l'insécurité. Alors rapidement, comment faire aussi avec justement le groupe radico-violent? Il faut quand même être sérieux avec nous-mêmes. Comment nous allons continuer à suivre la France ou d'autres partenaires à ne pas négocier avec ces groupes radico-violents? Aucun pays n'a pu prospérer dans cette insécurité liée à la radicalisation religieuse sans pour autant brandir l'arme du dialogue. Donc je crois qu'il faut déclencher très rapidement un dialogue sérieux. Quand je dis dialogue aussi, ça se prépare. Il ne s'agit pas seulement de faire réunir des copains, comme on a compris un peu avec les CNT, ou de faire réunir des proches. Il faut des pôles d'experts dans tous les domaines possibles. La gouvernance, la religion, et même des questions historiques. Alors, une fois que ces différents pôles seront mis en place, on peut envisager le dialogue. Maintenant, il faut voir aussi les possibilités de dialogue, les possibilités de discussion avec les tensions communautaires, tous ces conflits, notamment au centre du pays. Il est quand même important aujourd'hui que l'État, qu'on soit Dogon, qu'on soit Peul ou qu'on soit Bois ou Mandingue, que les singularités, notre communauté, notre ethnie, tout cela doit obéir au dictat de l'État. Mais malheureusement, l'État peine à asseoir, à imposer son dictat sur l'ensemble des partis. Le rétablissement de la sécurité est-il possible? Et clairement, rapidement, pour les partenaires aussi, c'est important. Si l'on veut arriver à un Mali apaisé, il faut avoir le courage aujourd'hui de dire attention. Un État sérieux, il doit avoir des visions, il doit avoir des stratégies, il doit avoir des programmes. C'est aux différents partenaires de s'inscrire dans ces différentes stratégies, dans ces différents programmes et dans ces différentes visions. Mais malheureusement, si vous prenez par exemple la force Barkhane, Dr Dogoni l'a bien rappelé, elle a son agenda. La force onusienne, l'administration, a son agenda. Comment voulez-vous, dans un territoire ou dans une localité donnée, que les différentes forces en présence opèrent dans des agendas aussi variés, voire contradictoires? Donc il est extrêmement important aujourd'hui
aujourd'hui que les autorités de la transition, en l'occurrence les autorités militaires, aient le courage de questionner les différents mandats. Celui de l'administration, celui également de la force Barkhane. Si nous n'allons pas questionner ces différents mandats, vous allez dans les différents aéroports, à Mopti jusqu'à Kidal. Quelle est la responsabilité de l'État par rapport à ça alors? La responsabilité de l'État, il est défaillant, il ne faut quand même pas avoir peur de le signaler. L'État, il n'est qu'urbain. Même cette urbanité également, elle pose problème d'utilité. Prenez les carrefours. Moi, je vais même très loin. Comment dans un pays en crise, des policiers, des gardes vont sécuriser les banques? Il faut les envoyer sur le front et de solliciter des sécurités privées. De la même manière également, un dernier élément, moi je pense même aujourd'hui comment on doit aider les populations à comprendre l'utilité de l'État. Et pour ce faire, je pense qu'il serait même bon de remplacer certains acteurs. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. En 30 secondes, dites-nous comment peut-on rétablir la sécurité? Rétablir la sécurité, je crois que c'est très simple. Il faudra que les hommes en uniforme de guerre prennent conscience de leur rôle et aussi maintenant de ce qu'ils doivent à la population. Parce que la question de la redevabilité, personne n'en parle. Et alors que c'est vraiment extrêmement important. Les gens les respectent parce que tout simplement ils sont des hommes, ils sont des militaires, on les salue, on les respecte, on fait tout pour eux. Mais à leur retour, qu'est-ce qu'ils font pour la population? Voilà, c'est vraiment la véritable question. Donc là, il faut vraiment que ces militaires prennent conscience maintenant du rôle que l'État les a confié pour la sécurité de la population et pour leur propre sécurité. Parce que quand ils vont penser à leur sécurité, c'est qu'ils vont penser à la sécurité de la population. Merci. C'est ce qui met fin au grand dialogue de Studio Tamani. Merci à nos invités, Dr Yacouba Dogoni, sociologue, enseignant à l'Université du Mali et chercheur associé au Centre de recherche Point Sud, Dr Ali Tunkara, sociologue également et directeur des études du Collège sahélien, à la régie vidéo Peting Diara, à la mise en onde Fili Dambélé, à la coordination de ce débat Mohamedou Touré. Je suis Mirana Kilomaïga. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.